La guerre, ce ne sont pas des exploits, c'est la comptabilité de la mort. C'est précisément ce que pensait l'homme qui, en quelques secondes, a réduit en cendres une colonne de blindés d'élite allemands alors qu'il disposait d'un char en panne. Aujourd'hui, nous allons analyser l'un des épisodes les plus scandaleux et incroyables de la Grande Guerre patriotique. Vous découvrirez comment un char mort a ressuscité de ses cendres pour fusiller l'ennemi à bout portant. Nous vous montrerons l'envers de l'exploit, l'eau en feu du Donetsk septentrional, où des hommes brûlaient vifs pour une manœuvre de diversion, et le calme glacial d'un commandant qui, à ce moment précis, se contentait de résoudre une équation. Qu'était-ce? Une tactique de génie ou la folie d'un kamikaze? Et pourquoi, dans la paix de 45, les mains de cet officier tremblaient-elles à la vue d'une simple poupée d'enfant? La réponse à la fin de cette histoire vous fera frémir. Restez avec nous, ce n'est pas dans les manuels d'histoire. Juillet 1943, l'Arc de Koursk. L'air ne fond pas sous l'effet du soleil, mais en raison de la concentration de plomb et de vapeur de diesel par mètre carré. La steppe tremble. L'horizon est voilé dans linceul noir, où se mêlent la poussière, la suie des machines en feu et la terre noire soulevée par l'artillerie. Le char T-34 du lieutenant Gromov est à l'arrêt dans un creux, mais ce n'est pas une position d'embuscade. C'est un lieu où la technique vient mourir. Il y a une seconde, la caisse a tremblé sous un coup tangentiel d'un obus perforant. Le bruit fut tel qu'on aurait dit qu'un marteau d'une tonne frappait une cloche à l'intérieur de laquelle se trouvaient des êtres vivants. L'onde de choc a traversé le blindage, traversé les corps, chassant l'air des poumons. À l'intérieur de la tourelle règne une odeur impossible à confondre. Un mélange d'huile brûlée, de cordite, de sueur humaine et de métal incandescent. Le mécanicien conducteur Kostin tire les leviers vers lui, tentant de faire pivoter l'engin. Mais Gromov voit ce qui est caché aux autres par le blindage. Le coup a frappé la jonction entre la tourelle et la caisse. La couronne de tourelle est déformée. Le commandant appuie sur la pédale de rotation de la tourelle. Le moteur électrique hurle, mais le canon reste immobile. Les dents de l'engrenage sont soudées. Le char est aveugle et immobilisé dans son secteur de tir. « La tourelle est coincée !» Le cri du chargeur Sidorov est noyé dans le grondement du combat. « Camarade lieutenant, c'est bloqué !» Gromov ne crie pas. La panique est une variable qui mène à la perte de l'équipage avec une probabilité proche de 100%. Il est ingénieur. Son cerveau, affûté dans les ateliers de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, ne voit pas une machine de combat, mais un schéma complexe de tension et de vecteurs de force. Une tourelle bloquée signifie que les 76 mm de leur canon regardent dans le vide. Pivoter avec toute la caisse sur ce sol visqueux prendra de précieuses secondes. Les viseurs allemands à optique Zeiss ne pardonnent pas de tels retards. Dans le périscope, Gromov voit des silhouettes. Elles émergent de la fumée, tels des prédateurs géométriquement parfaits. Des blindés lourds allemands. Distance 800 mètres. Elle se réduit. Le blindage frontal du Panther, 80 mm d'acier incliné rationnellement, le rend pratiquement invulnérable au canon du T-34 à cette distance. La pénétration n'est possible que sur le flanc ou l'arrière. Mais pour cela, il faut manœuvrer. Or, la manœuvre est impossible. C'est une équation sans solution en cas d'attaque frontale. « Démarre, on s'en va !» La voix de Kostin part dans les aigus. Le mécanicien tend déjà la main vers l'écoutille, l'instinct de conservation dicte la seule solution. Fuir cette boîte en acier qui, dans une minute, deviendra une tombe collective. « Négatif !» La voix de Gromov est sèche, comme le claquement d'une culasse. « Restez à vos postes, moteur coupé !» Dans le char s'installe un silence plus effrayant que le fracas des explosions.
L'équipage regarde le commandant. Il ne voit pas un fou, mais un homme qui effectue des calculs. Gromov comprend. Tout mouvement des chenilles les démasquerait définitivement. Le rejet des gaz d'échappement indiquerait aux Allemands que la cible est vivante. Achever un char endommagé est l'affaire d'un seul obus. La chance de survivre à une évacuation en plein champ sous le feu des mitrailleuses est nulle. Il ne reste qu'une seule option. Un bluff d'ingénieur. Un poker avec la mort, où la mise est la vie de 4 hommes. « Écoutez l'ordre », dit Gromov rapidement, hachant ses phrases. « Nous sommes morts. Pour eux, nous sommes de la ferraille. Ne touchez pas à la tourelle. Abaissez le canon au maximum. On simule une panne du système hydraulique de recul. » Sidorov regarde la culasse du canon. Ses mains tremblent, mais il commence à tourner le volant de pointage vertical. Le canon pique lentement du nez vers le sol, prenant une position non naturelle, brisée. C'est le langage de la guerre, compréhensible par tout tankiste. C'est ainsi que ressemble une machine morte, dont les systèmes vitaux sont détruits. « Costine, les fumigènes. 2, sous la poupe, vite !» L'écoutille de fond s'ouvre avec fracas. L'odeur de la terre humide et de l'absinthe s'engouffre à l'intérieur. Le mécanicien jette les fumigènes et referme l'écoutille. Quelques secondes plus tard, une fumée grise et âcre commence à suinter de l'extérieur, enveloppant l'arrière du char. Effet visuel de câblage brûlé ou d'huile en combustion, Gromov regarde sa montre. L'aiguille des secondes avance par à-coups, mesurant le temps de leur néant. Attention! Silence total. Ne bougez plus. Respirez une fois sur 2. Désormais, le T-34 n'est plus une unité de combat. C'est une partie du paysage. Un tas de métal de 26 tonnes. La température à l'intérieur du compartiment de combat augmente. Le soleil de juillet chauffe le blindage jusqu'à en faire une poêle à frire. La ventilation est coupée. La sueur inonde les yeux, ronge les égratignures. Gromov sent un filet gluant couler le long de son dos. Il connaît la physique du processus. S'ils tiennent bon, la méticulosité allemande jouera en leur faveur. L'ennemi économise ses munitions. Pourquoi gaspiller un obus de 88 mm sur ce qui brûle déjà et à planter son canon dans le sol? Dans l'épiscope, on voit la colonne allemande poursuivre sa progression. 5 machines lourdes. Elles avancent avec assurance, le cliquetis de leurs chenilles couvre tous les bruits. La terre transmet les vibrations à la caisse du T-34, et chaque membre de l'équipage sent ce tremblement dans sa colonne vertébrale. C'est la vibration de la mort qui approche. Gromov ne quitte pas des yeux le véhicule de tête. Il voit le frein de bouche du canon allemand pivoter vers eux. 1 seconde. 2. C'est une vérification. Si quelqu'un bouge à l'intérieur du char soviétique, si la tourelle tressaille, c'est la fin. Gromov regarde les mains du tireur Makarov. Les jointures blanchies serrent la poignée de rotation. « Tenez bon », chuchote Gromov. Ce n'est pas un ordre, c'est un constat. Il passe. Le commandant allemand, dans l'écoutille du Panthère de tête, regarde dans ses jumelles. Il voit la fumée. Il voit le canon abaissé. Il voit la statistique de ses victoires, pas un piège tactique. La tourelle du char allemand revient en position de marche. La colonne continue sa route, exposant au char soviétique mort ses flancs vulnérables. L'épaisseur du blindage y est de 45 mm. Ce n'est plus un mur. C'est du carton pour un calibre 76 à une distance de 300 mètres. À l'intérieur du char règne un silence assourdissant. On entend le tic-tac de la montre au poignet du commandant et la respiration lourde du chargeur.
La peur s'en va. Sa place est prise par un calcul froid et cristallin. Gromov calcule la trajectoire, l'angle d'impact, le temps de vol. Il trace mentalement le schéma du combat où chaque machine allemande n'est qu'un ensemble de pièces et d'agrégats qu'il faut mettre hors service dans une séquence précise. D'abord celui de queue pour couper la retraite, ensuite celui de tête pour créer un bouchon. Il passe. La distance se réduit à celle d'un tir de pistolet. 200 mètres, 150. Gromov voit les soudures sur le blindage allemand, les patins de chenilles de rechange sur les flancs. Il attend. L'ingénieur sait. Le mécanisme doit se déclencher au moment de la charge maximale. « Makarov !» La voix de Gromov sonne comme du métal crissant sur du verre. « Cible 1, celui de queue, perforant. Attends l'ordre. » Le calcul s'est avéré juste. Le char s'est transformé en piège. Mais la guerre ne pardonne pas la chance 2 fois. Et ce bluff d'ingénieur millimétré n'était que le prélude au véritable enfer qui allait se déchaîner quelques secondes plus tard. Gromov essuie la sueur de son front avec un chiffon huileux. Sa main ne tremble pas. Il n'y a rien pour trembler. Les nerfs ont été remplacés par des câbles de commande. Maintenant, commence la physique de la destruction. La physique de la destruction entre en vigueur instantanément. Lorsque Gromov donne l'ordre, il lance un processus irréversible de transformation de l'énergie potentielle de la poudre en énergie cinétique d'impact. 76 mm d'acier et d'explosifs quittent le canon à une vitesse supérieure à celle du son. Distance, 150 mètres. Ce n'est pas un tir, c'est une exécution. À cette distance, la dispersion des obus est pratiquement inexistante, et la vitesse initiale garantit de traverser de part en part les 45 mm du blindage latéral allemand. Feu! Le char recule brusquement, comme s'il recevait un coup de masse sur le front. Le recul du canon éjecte la douille fumante sur le plancher du compartiment de combat avec un tintement caractéristique, aussitôt noyé dans le claquement de la culasse. Sidorov, le chargeur, agit par réflexe, gravé dans son subconscient par des milliers de répétitions. Ses mains sont des manipulateurs. Saisir la cartouche unitaire, l'insérer. Retirer la main une fraction de seconde avant que le coin de culasse ne tranche les doigts. L'obus frappe le compartiment moteur du Panther de queue. L'acier allemand, allié et trempé, ne résiste pas à la pression ponctuelle de plusieurs tonnes par centimètre carré. Le blindage éclate, laissant entrer la mort. La détonation des vapeurs d'essence est instantanée. Le dernier char de la colonne allemande s'embrase, se transformant en bouchon de feu. La route du retour est coupée. « Au but !» crie Makarov sans quitter le viseur. Il n'y a pas de triomphe dans sa voix, juste le constat d'un fait. Les émotions sont maintenant un bruit parasite dans le système de communication. Cible 2, celui de tête, perforant. Gromov couvre le bruit du moteur. Bloque la colonne. La logique du combat dicte une séquence cruelle. Enlever l'ennemi dans un sac de feu. Le temps que les Allemands réalisent que le char russe, mort, a repris vie, 3 secondes s'écoulent. Pour un combat de chars, c'est une éternité. Les tourelles des Panthers commencent à tourner lentement vers la menace. Mais ici entre en jeu la mathématique des vitesses angulaires. La vitesse de rotation de la tourelle du T-34 à commande électrique est supérieure à la réaction des équipages allemands, assommés par la frappe soudaine sur leurs flancs. À l'intérieur du char soviétique, l'enfer devient tangible. Le ventilateur ne parvient pas à évacuer les gaz de poudre. L'air devient épais, bleuâtre, amer au goût. Il brûle la gorge, fait pleurer les yeux. Mais personne ne tousse. L'organisme bloque tous les réflexes superflus. Kostin maintient l'engin sur les freins, prêt à le faire bondir à tout moment si Gromov l'ordonne.
Mais il n'y a pas d'ordre. L'ingénieur sait. Tant qu'ils restent dans la fumée de leurs propres tirs et des fumigènes, leurs contours sont flous. Le mouvement ferait d'eux une cible nette. « Parez !» râle Sidorov. Le deuxième tir déchire la distance. Le véhicule de tête allemand reçoit un coup sous la couronne de tourelle, l'endroit le plus vulnérable. L'obus bloque le mécanisme de rotation. Le char allemand tressaille, son canon se fige impuissant, regardant vers la forêt. Désormais, la colonne est bloquée des deux côtés. Les trois machines au centre sont des cibles de stands de tir. Commence alors le travail méthodique de destruction. 6 minutes. C'est exactement la durée de ce combat. 360 secondes de violence concentrée. Gromov dicte les corrections comme s'il donnait un cours dans un amphithéâtre. Sauf qu'au lieu de craie, il a des obus perforants, et qu'au lieu d'un tableau, il a les flancs des blindés ennemis. Hausse constante, déflexion zéro, tape sous la chenille. Makarov fonctionne comme un métronome. Tire, choc de la douille sur le sol, claquement de la culasse. Tire. À l'intérieur du compartiment de combat, la chaleur s'accumule. La température monte à 50 degrés. La sueur inonde les visages. Les vêtements collent au corps, devenant une peau lourde et mouillée. Sidorov ne respire plus par le nez. Il happe avidement l'air empoisonné par la bouche. Le poids de chaque obus semble doubler, mais la cadence de tir ne baisse pas. C'est la physiologie de la survie. Les muscles travaillent au-delà du possible, alimentés par l'adrénaline pure. Dehors règne le chaos, que Gromov perçoit à travers l'étroite fente de l'épiscope comme un ensemble de données visuelles. Le troisième panthère tente de pivoter sur place, exposant son arrière. Erreur. Erreur fatale de l'équipage, paniqué face à une menace invisible. « Explosif! Sur la chenille! Coupe-lui sa course !» Gromov change le type de munition dans l'équation. Le perforant traverserait de part en part sans toucher d'organes vitaux s'il ne frappe pas le moteur. L'obus explosif brisera les patins, transformant le char en point de feu immobile. Impact. Explosion au niveau de la roue motrice. La chenille saute, se déroulant comme un serpent sur le sol. Par inertie, le char pivote de côté, offrant un angle idéal pour le tir final. Perforant! Dans les munitions! L'obus pénètre le flanc, juste sous la tourelle. L'explosion des munitions à l'intérieur du char allemand est un phénomène d'une puissance monstrueuse. La tourelle de plusieurs tonnes est arrachée de son support et projetée en l'air comme le couvercle d'une marmite bouillante. Une colonne de feu s'élève à une dizaine de mètres. L'onde de choc frappe la caisse du T-34. Mais l'équipage n'y prête plus attention. Il en reste 2. Les Allemands tirent de manière désordonnée. Les obus sifflent au-dessus de la tourelle de Gromov, coupant les branches des buissons, labourant la terre à 1 mètre des chenilles. C'est un tir à l'aveugle. La panique a privé l'ennemi de son principal avantage, la précision. Gromov, lui, est froid. Il a exclu la peur de l'équation il y a 5 minutes. Maintenant, il ne voit que les angles de pointage et le rechargement. Kostin, petit bond en avant, on change de position. Le char bondit hors du nuage de fumée. Changement de vecteur d'attaque. Les Allemands attendent le coup depuis l'ancien point, mais la mort arrive depuis un nouvel azimut. Le 4e véhicule est touché au flanc. L'équipage tente de quitter le char en feu. Gromov ne donne pas l'ordre de tirer sur les hommes. Sa cible, c'est la technique, les mécanismes, la menace. Lorsque l'écho de la dernière explosion s'apaise, un bourdonnement persiste dans les oreilles. Un bourdonnement dense, cotonneux, qui coupe les sons du monde. 5 carcasses fument sur la route. Une fumée noire et grasse monte verticalement vers un ciel bleu indifférent. L'oxygène s'épuise à l'intérieur du T-34. « Cessez le feu !» dit Gromov.
Il ne reconnaît pas sa voix. C'est un crissement de papier de verre. Observation. Sidorov glisse le long de la paroi du râtelier à munitions jusqu'au sol, directement sur le tas de douilles fumantes. Ses mains tremblent d'une petite secousse désagréable. C'est le contre-coup. La biochimie d'un organisme qui a épuisé ses ressources. Makarov essuie l'optique avec sa manche, laissant des traînées d'huile sur le verre. Gromov ouvre l'écoutille. L'air frais frappe le nez avec une odeur de brûlé et l'odeur douceâtre de chair calcinée. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le silence. Il pèse sur les tympans plus fort que la canonnade. Le calcul technique s'est avéré juste. Problème résolu. 5 variables détruites. 4 constantes préservées. Les vies de son équipage. Le lieutenant grimpe sur le blindage. Il regarde son œuvre non pas comme un guerrier vainqueur, mais comme un ouvrier ayant terminé une équipe lourde et sale à l'usine. Les mains noires de suie. La combinaison imprégnée d'huile et de sueur. Aucun héroïsme. Juste la fatigue du métal et de l'homme. Gromov sort son étui à cigarette. Ses doigts peinent à tenir la cigarette. La première bouffée brûle les poumons, mais ramène le sens de la réalité. La mathématique du combat a fonctionné. Mais Gromov sait. Ce succès est une anomalie statistique que le commandement voudra transformer en règle. Et il faudra expliquer la formule de cette survie à ceux qui ont l'habitude de faire la guerre, non pas avec des chiffres, mais avec des slogans. L'abri de l'état-major est creusé dans la terre sur 3 niveaux de rondins. Au-dessus, un demi-mètre de terre noire et des troncs capables de résister à un impact direct d'obusier. À l'intérieur règne un air vicié, épais de fumée de tabac et d'odeur de kérosène. Sur une table faite de caisses d'obus, une carte est étalée. Les flèches rouges dessus ressemblent aux artères ouvertes du front. Le général, aux cheveux gris et au visage semblable à de la pierre poreuse, ne regarde pas la carte. Il regarde le lieutenant Gromov. Dans un coin, le téléphone de campagne grésille, mais ce son semble lointain, insignifiant. Gromov se tient droit, les mains sur les coutures. Sa combinaison sent encore le brûlé de ce vallon où 5 machines allemandes ont été transformées en ferraille. Sur le visage du lieutenant, des taches d'huile qu'il n'a pas eu le temps de laver. Mais les yeux sont clairs, froids. Il n'y a pas en eux cet éclat fiévreux qu'ont les soldats échappés par miracle des griffes de la mort. Il y a en eux le calme de la règle à calcul. « Répétez, lieutenant. » La voix du général grince comme une charnière non graissée. « Vous affirmez avoir volontairement exposé votre machine au coup? Avoir coupé le moteur en zone de contact feu direct? » « Négatif, camarade général. Pas exposé. J'ai induit l'ennemi en erreur quant à la capacité de combat de l'unité, » dit Gromov, d'un ton égal, martelant les mots. Pour lui, ce n'est pas une justification, mais un rapport technique. L'impact à la jonction de la tourelle a entraîné son blocage. L'efficacité au combat en dynamique est tombée à 0. La probabilité de destruction lors d'une tentative de repli était de 99%. Le général tambourine des doigts sur la table. À côté de lui, un colonel du département politique fronce les sourcils et écrit rapidement quelque chose dans un carnet. La situation est non standard. Selon le règlement, l'arrêt au combat sans ordre est de la lâcheté. Mais le résultat, 5 panthères brûlées et un équipage préservé, ne rentre pas dans le schéma du tribunal. « Je suis ingénieur-constructeur de formation civile », poursuit Gromov, voyant l'hésitation du commandement. « Avant la guerre, je travaillais à l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk. En 1941, nous testions les arbres à la torsion. Je connais la résistance des matériaux. Je sais à quoi ressemble le métal quand il meurt. » L'atelier de l'usine traverse sa mémoire comme un flash. Le fracas des marteaux pilons,
les étincelles de soudure volant comme un feu d'artifice. Gromov se souvient de l'odeur de la calamine incandescente. Là-bas, il a appris à comprendre le langage des machines. Il a vu comment l'acier fatigue, comment apparaissent les micro-fissures, comment la structure perd sa rigidité avant de s'effondrer. Le char, pour lui, n'est pas une vache sacrée, mais un système complexe de tension. Si le système est endommagé, il faut changer l'algorithme d'utilisation et ne pas foncer tête baissée avec des slogans. Les Allemands sont méticuleux, camarade général. On leur a appris à tirer sur des cibles mobiles ou qui tirent. Ils croient en leur optique. Si un char fume, canon baissé, pas de mouvement. Pour un tireur allemand, c'est une cible rayée. Il arrête de l'équation de la menace. C'est de la psychologie multipliée par le manuel de la Wehrmacht. J'ai utilisé leur manuel contre eux. Vous avez joué aux cartes avec la mort, Gromov. Le colonel lève les yeux de son carnet. Et s'ils avaient tiré le coup de grâce? Le risque était calculé. La probabilité d'un coup de grâce sur une cible manifestement détruite en présence d'autres menaces est inférieure à 10%. Les Allemands économisent les obus. C'est de la logistique. Ils transportent les munitions sur des milliers de kilomètres. Gaspiller un boulet de 88 mm sur un tas de ferraille est irrationnel. J'ai parié sur leur rationalité. Gromov s'approche de la table. On ne lui a pas permis, mais il prend un crayon. Dans les marges de la carte, directement sur le papier gris, il dessine un schéma. Pas un schéma tactique avec des flèches, mais un diagramme vectoriel. Angle de vue du panthère, secteur de tir de la tourelle bloquée du T-34, distance. C'est la langue dans laquelle il pense. Regardez, j'ai transformé un défaut, l'immobilité de la tourelle, en condition du problème. Nous sommes devenus un bunker caché. La rotation du canon était impossible. Nous avons donc attendu que les cibles entrent elles-mêmes dans notre viseur. Ce n'est pas de l'héroïsme. L'héroïsme, c'est se jeter avec une grenade sous les chenilles parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Nous avions une issue d'ingénieur. Le général regarde le dessin. Des lignes simples, une logique implacable. Il est habitué au rapport sur la fureur, sur la haine de l'ennemi, sur le dernier soupir. Et là, de la physique. Devant lui se tient un homme qui ne fait pas la guerre avec ses émotions, mais avec son intellect. Gromov ressemble à un professeur qu'on aurait habillé par erreur d'un casque de char et jeté dans la fournaise. Vous proposez d'introduire ce, si je puis dire, spectacle dans le règlement de combat? Le général hausse un sourcil. Je propose la tactique de la fausse destruction, corrige Gromov. En cas de dommage critique au train de roulement ou à la tourelle, simulation d'incendie par fumigène, arrêt des systèmes, attente de l'arrivée de l'ennemi à distance de tir à bout portant. C'est efficace en défense et lors d'embuscades. Cela préservera les machines et les hommes. Un silence s'installe dans l'abri. Le colonel cesse d'écrire. L'idée est folle et géniale à la fois. Elle exige de l'équipage non seulement du courage, mais des nerfs d'acier. Restez assis dans une boîte en fer pendant que se rampe à côté des monstres capables de vous écraser comme une boîte de conserve et ne pas respirer. C'est un niveau de maîtrise de soi qui n'est pas accessible à tous. « Ce n'est pas pour tout le monde, lieutenant », dit enfin le général en repoussant la carte. « Tout le monde n'a pas les nerfs comme vos barres de torsion de Tcheliabinsk. Quelqu'un bougera, quelqu'un criera, et alors tout le monde mourra. Votre cas est une exception. Le biais du survivant, comme disent les mathématiciens. La peur est une variable superflue, rétorque Gromov. On peut l'éliminer par l'entraînement. L'équipage doit savoir. La panique tue plus vite que l'obus. Si l'homme comprend la mécanique du combat,
Il cesse de craindre la mystique de la mort. Il commence à travailler. Kostin, Sidorov, Makarov, ce ne sont pas des héros au sens des affiches. Ils ont simplement effectué leur travail avec qualité. Tourner les volants, appuyer sur les pédales. Avec précision et à temps. Le général se lève. Dans l'espace étroit de l'abri, il paraît immense. Il passe devant Gromov, marchant lourdement de ses bottes sur le plancher de planche. « Va, l'ingénieur, remets la machine en état. J'accepterai ton rapport. Mais nous n'écrirons pas cela dans le règlement pour l'instant. La guerre est un chaos, pas un plan technique. Aujourd'hui, tu as eu de la chance avec la méticulosité allemande. Mais demain, tu tomberas sur un fanatique des SS qui tire sur tout ce qui bouge et ne bouge pas. » Gromov hoche la tête. Il n'attendait pas d'ovation. Il sait que l'inertie de la pensée de l'état-major est plus lourde que le blindage d'un tigre. Et encore une chose, Gromov. Le général s'arrête à la sortie. Toi, là-bas, la prochaine fois, vas-y doucement avec les équations. Les mathématiques sont une science exacte, mais la balle est stupide. Rompez. Le lieutenant sort de l'abri dans la nuit. L'air dehors est frais, frisquet. Quelque part au loin, au nord, des éclairs illuminent le ciel. L'artillerie réactive est à l'œuvre. Gromov regarde les étoiles. Pour certains, c'est du romantisme. Pour lui, ce sont des repères de navigation. Il sort un petit carnet de sa poche. Là, parmi les notes sur la consommation de carburant et la température de l'huile, sont inscrites de nouvelles données. Temps de réaction du tireur allemand. Vitesse de rotation de la tourelle du Panthère. Angle de ricochet. Il n'en veut pas au général. Il comprend. Il voit la guerre différemment. Pour le général, c'est une carte et des pertes. Pour Gromov, c'est un mécanisme géant, monstrueux, qui fonctionne mal, avec un énorme coefficient de frottement et des pertes d'énergie. Et sa tâche en tant qu'ingénieur est de trouver un moyen d'optimiser ce processus. Faire en sorte que le rendement de son char tende vers 100% et les pertes de l'équipage vers 0. Il marche vers la base de réparation où l'on entend le bruit des masses. Son char est là, son laboratoire, la machine numéro 114. Elle a besoin de réparation. Il faut redresser la couronne, remplacer l'optique. Demain, il y aura une nouvelle tâche. Il y aura de nouveau des variables. Et Gromov est prêt à les résoudre. La seule chose qui l'inquiète, c'est la statistique. La théorie des probabilités dit que la chance est une ressource épuisable. La durée de vie moyenne d'un char en offensive est de 3 attaques. Il en a déjà survécu à une dizaine. Le graphique de survie glisse vers la zone rouge. Mais tant que le moteur démarre et que le canon tire, l'équation n'est pas close. La guerre est avant tout une comptabilité. Un registre cruel, sans âme, où dans la colonne « Dépenses » figurent les hommes et les machines, et dans la colonne « Recettes » seulement des kilomètres de terre brûlée. La sèche statistique de l'année 43 stipule « La durée de vie moyenne d'un char T-34 sur la ligne de front est de 3 attaques, ou 6 semaines d'exploitation. Si un équipage a vécu 1 mois, ce sont déjà des vétérans. Si 2, une légende. L'équipage de la machine numéro 114 combat déjà depuis 1 an. Du point de vue de la réception militaire et des analystes de l'arrière, l'existence du lieutenant Gromov et de ses hommes est une anomalie statistique. Une erreur grossière dans les calculs des planificateurs de pertes que la Wehrmacht ne parvient pas à corriger. Mais Gromov sait, les anomalies n'existent pas. Il n'y a que des variables non prises en compte dans l'équation de la survie. La chance est un terme pour les amateurs.
Le professionnel opère avec la notion de probabilité. Un nouveau combat pour une hauteur sans nom, désigné sur la carte seulement par une cote d'altitude. Le paysage est labouré par les cratères, au point de ressembler à la surface lunaire. Les Allemands ripostent par un feu dense. Leur batterie de 75 mm travaille méthodiquement, couvrant carré par carré. L'air tremble sous les ondes de choc. La boue soulevée par les explosions n'a pas le temps de retomber. Elle reste suspendue dans l'air en une suspension brune. Gromov ne se cache pas à l'intérieur de la tourelle. Il observe par l'écoutille entr'ouverte, risquant de recevoir un éclat. Il doit voir les lueurs pour calculer l'intervalle. Un sifflement strident, un son qui noue les entrailles. Ce n'est pas le sifflement d'un mortier, ni le bruissement d'un obus d'obusier. C'est un tir tendu direct. Un boulet perforant passe à quelques centimètres du tourelleau du commandant. L'onde d'air, dense comme le coup de poing d'un boxeur, frappe Gromov sur son casque, enfonçant sa tête dans ses épaules. Le blindage du char teinte, vibre, comme une énorme cloche sur laquelle on aurait frappé avec une masse. L'odeur d'ozone et de métal incandescent couvre une seconde la puanteur du diesel. À l'intérieur du compartiment de combat, c'est la paralysie. Le chargeur Sidorov se fige avec un lourd obus dans les mains, les yeux écarquillés, où flotte une terreur animale. Le mécanicien conducteur Kostin s'est agrippé au levier au point d'en avoir les jointures blanches. Ils comprennent. Moins d'une seconde les séparait de la mort. Un instant, et la boîte d'acier se serait transformée en tombe collective, étalant leur corps sur les parois intérieures. L'équipage attend le cri du commandant, attend la panique, attend l'ordre de fuir. « Marge d'erreur !» La voix de Gromov dans l'interphone sonne de manière banale, comme s'il commentait une erreur sur un dessin. Le tireur allemand n'a pas tenu compte de la dérive due au vent. 2 millièmes à gauche. Nous avons 12 secondes avant la correction de la visée. Kostin, levier gauche vers toi, plein gaz. On part dans la zone morte sous la pente. Ce n'est pas de la bravade. C'est un constat sec. Pour Gromov, l'obus qui est passé n'est pas un miracle, ni une intervention divine. C'est un corps physique se déplaçant selon une trajectoire balistique. Si le vecteur de mouvement de l'obus et les coordonnées du char ne se sont pas croisés en un point de l'espace-temps, cela signifie que l'équation a été résolue en leur faveur. Les émotions sont ici déplacées. La peur est irrationnelle. Elle nuit à la rapidité du cerveau. La trajectoire, elle, est absolument logique. Le char s'élance brusquement. Les chenilles déchirent le sol, projetant des mottes de boue. La machine plonge dans le creux salvateur une seconde avant que la Terre ne se soulève à leur ancien emplacement sous l'effet de l'explosion suivante. Le calcul était exact. 12 secondes. L'équipage regarde son commandant. Dans leur regard, un mélange de peur et de vénération. Pour Kostin, simple gars de la campagne qui a péniblement fini ses 7 classes, Gromov n'est pas simplement un supérieur gradé, c'est un chaman des chiffres. Un homme qui parle la langue de la mort et sait négocier avec elle. Il ne croit pas aux amulettes ni aux prières. Il croit en la règle à calcul du lieutenant. Si Gromov est calme, cela signifie que la solution du problème est trouvée. S'il dit « marge d'erreur », cela signifie qu'on peut vivre. Gromov sent ses regards sur sa nuque. Il sait qu'il est devenu pour eux le garant de la sécurité. Mais lui-même ne se fait pas d'illusions. Il regarde les manomètres, le compteur d'heures moteur. Le char n'est pas seulement 26 tonnes d'acier allié. C'est une figure géométrique complexe dans un environnement agressif. La survie, c'est la capacité d'exposer le blindage sous un angle tel que l'énergie cinétique de l'obus ennemi parte en ricochet. La vie de l'équipage dépend du cosinus de l'angle d'impact.
Tu n'as pas assez tourné la caisse de 10 degrés. La mort. Tu l'as tournée. Une étincelle et une éraflure sur le blindage. Le combat s'apaise. Le soir tombe sur la steppe mutilée. Gromov sort son carnet. Ses mains sont pleines d'huile, sous les ongles, de la suie incrustée qu'aucun savon n'enlève. Il note la consommation de munitions et de carburant. Mais dans sa tête, il tient une autre statistique. La théorie des probabilités est une science implacable et cruelle. Avec chaque combat, avec chaque raté de l'ennemi, avec chaque manœuvre réussie, le risque d'une issue fatale augmente. On ne peut pas éternellement tirer pile. La limite de la chance est épuisable. L'espérance mathématique de la mort tend vers 1. « Camarade lieutenant », demande doucement Makarov, en essuyant le viseur avec un chiffon. « On va avoir de la chance encore longtemps comme ça ?»« La chance, c'est pour les imbéciles aux cartes, Makarov », tranche Gromov, sans lever les yeux de ses notes. « Nous ne jouons pas, nous travaillons. Tant que nous respectons la technologie du processus, nous vivrons. Vérifie le système de recul. Le niveau de liquide a baissé. » Gromov referme le carnet. Il sait que la statistique joue contre eux. Mais tant que le moteur démarre et que le canon est capable d'envoyer un obus, il introduira ces variables dans cette équation. Le calcul de l'ingénieur contre le hasard aveugle. La raison contre le chaos. Devant, c'est Belgorod. Et là-bas, les tâches seront plus complexes que l'esquive d'un tir unique. Là-bas, il faudra une solution qui sortira du cadre de l'arithmétique ordinaire de la survie. Août 1943. Direction de Belgorod. La topographie ici travaille pour l'ennemi. La rivière Donets septentrionale coupe le front comme une cicatrice chirurgicale, créant un obstacle naturel infranchissable. Sur la carte, c'est une fine veine bleue, mais dans la réalité de la guerre, c'est une barrière hydrotechnique transformée par les ingénieurs allemands en zone de destruction totale. La rive ouest est haute, abrupte, dominante. La rive est est basse, ouverte comme la paume d'un mendiant. Un stand de tir idéal pour la Wehrmacht. La défense allemande est construite selon tous les canons de la science de la fortification. Les secteurs de tir se chevauchent, créant un millefeuille de trajectoire à travers lequel même un oiseau ne passerait pas. Le gué, seul point où la technique lourde peut traverser le lit sans pont flottant, se trouve sous le microscope des observateurs d'artillerie. Gromov regarde cette portion de paysage à travers le périscope du commandant et ne voit pas un paysage, mais le schéma d'un sac de feu. Il voit les nids camouflés des canons anti-aériens de 88 mm, placés en tir direct. 16 canons, capables de percer le blindage d'un T-34 à 2 km, se taisent pour l'instant. Ils attendent. L'ordre du commandement est catégorique. S'emparer d'une tête de pont sur l'autre rive avant l'aube. Mais Gromov comprend. Une attaque frontale avec les forces principales du bataillon n'est pas une manœuvre tactique, mais la liquidation du personnel et du matériel. La densité d'énergie cinétique par mètre carré de surface d'eau dans la zone du gué dépasse la limite de résistance de n'importe quel acier de blindage. Si le bataillon entre dans l'eau ici, dans 12 minutes, il cessera d'exister en tant qu'unité de combat. C'est une équation à discriminant négatif. Il n'y a pas de solution dans le domaine des nombres réels. Cependant, l'esprit d'ingénieur cherche une issue là où la logique réglementaire échoue. Pour faire passer les forces principales, il faut pirater le système d'attention de l'ennemi. Il est nécessaire d'introduire dans l'équation une variable qui attirera sur elle toutes les ressources de la puissance de feu ennemie. Il faut une cible fantôme, une cible kamikaze. Gromov entre dans l'abri du commandant de bataillon. L'air y est lourd, imprégné de tabac et de tension. La conversation est courte, sèche, dépourvue de tremblements hiérarchiques. Une attaque avec tout l'effectif, c'est la perte de 50 machines,
Gromov pose sur la table sa paume noircie par le mazout. Les Allemands ont réglé leurs tirs sur chaque buisson. Je propose un échange. Sacrifier un pion pour sauver la reine. Le commandant de bataillon le regarde en dessous. Lui aussi sait compter. Sois plus précis, l'ingénieur. Je prends 5 équipages, un groupe de diversion. Nous sortons à découvert, sur le gué central. Nous simulons le début de l'offensive générale. Nous faisons du bruit, de la fumée. Nous allons au casse-pipe. Les Allemands sont méticuleux. Ils réagiront selon l'instruction. Ils reporteront tout le feu sur la menace détectée. Pendant qu'ils feront fondre notre blindage, vous ferez passer le bataillon 3 km plus bas, en aval. Là-bas, il y a une forêt, une approche cachée. Les pontonniers installeront la traversée en silence. Le commandant de bataillon garde le silence 10 secondes. C'est le prix de la décision. C'est un aller simple, Gromov. Tu comprends que les chances d'arriver sur la rive, pour vous, arithmétiquement, moins de 10%, coupe Gromov durement. Mais cela préservera 90% du bataillon. C'est un taux de change avantageux. Permission d'exécuter. Une demi-heure plus tard, 5 commandants de chars se tiennent près de la machine numéro 114. Pas de rang. Juste 5 hommes en combinaison vileuse, formant un cercle fermé. Ici, pas de place pour les discours grandiloquents sur la patrie et le devoir. C'est une réunion de production de kamikazes. Gromov dessine un schéma avec une brindille sur la terre humide. La tâche est technique. La voix du lieutenant sonne égale, comme le bourdonnement d'un transformateur. Nous sommes l'appât. Plus l'appât est gras, plus la prise du prédateur est solide. Nous sortons vers l'eau à 19h00. Le soleil nous frappera dans le dos, aveuglant l'optique allemande. Cela nous donnera une avance de 120 secondes. Il encercle le lieu de la traversée. Mouvement à régime maximal, formation en ligne, distance entre les machines, 40 mètres. Tir en marche, continue, n'importe où. L'essentiel, ce sont les éclairs et le bruit. Nous devons les convaincre qu'un régiment force le passage ici. Si on est touché, demande le commandant de la 3e machine, le lieutenant Volkov, encore un gamin au visage gris de poussière. Si la machine est immobilisée, mais que le canon fonctionne, tu tires jusqu'au dernier obus. Si elle brûle, tu évacues selon la situation. Mais souviens-toi, tant que tu tires, il te regarde toi, et pas la traversée des forces principales. Chaque seconde gagnée de ta vie est la vie d'une section d'infanterie là-bas, en bas. Des questions? Pas de questions. La mécanique de l'ordre est transparente. La logique du sacrifice est acceptée comme une nécessité technique. Personne ne refuse. Personne ne fait un pas en arrière. Dans ce cercle agissent d'autres lois de la physique, les lois de la responsabilité masculine. La préparation commence. Ce n'est pas l'écriture de lettres d'adieu, c'est la vérification des assemblages et des agrégats avant une surcharge critique. Le char n'est pas seulement une arme, c'est un système thermodynamique complexe. Gromov descend personnellement dans le compartiment de transmission. Il vérifie la tension des courroies du ventilateur, vérifie le niveau d'huile. Dans ce combat, le moteur fonctionnera en régime forcé, à la limite de la détonation. Le moindre détail, le moindre boulon mal serré peut coûter la vie. À l'intérieur du compartiment de combat, l'équipage de Gromov travaille en silence. Kostin essuie les épiscopes. Makarov charge les munitions. Sidorov vérifie les verrous des écoutilles. Kostin, Gromov s'adresse au mécanicien en s'essuyant les mains avec un chiffon. On ne va pas ménager les embrayages aujourd'hui. Si on s'arrête dans l'eau, on est mort. Presse tout ce qu'il y a dans ce diesel. Qu'il crève, mais qui nous tire sur l'autre rive. Compris, commandant. Je le presserai jusqu'à la dernière goutte. 19h00. Le soleil touche l'horizon,
peignant le ciel de tons pourpres. 5 moteurs V12 démarrent simultanément. La terre tressaille. Le rugissement des diesels de 500 chevaux se fond en un bourdonnement basse fréquence unique qui vibre dans la cage thoracique. Des échappements, des colonnes de fumée noire frappent le ciel. C'est un défi. C'est un signal. Les chars s'élancent. Le cliquetis des chenilles couvre le bruit du vent. 5 boîtes d'acier, 130 tonnes de métal se précipitent vers la rivière. Gromov se tient dans l'écoutille, prenant le vent de face. Il sait, ce sont les derniers instants de silence. Là-bas, sur l'autre rive, les acousticiens ont déjà repéré le bruit des moteurs. Là-bas, dans les télémètres, les images se superposent déjà. Là-bas, dans les culasses des canons, on insère déjà les obus perforants. Le groupe arrive en vue directe. La rivière brille devant, trompeusement calme. Jusqu'à l'eau, 300 mètres. Jusqu'à la mort, autant. Fermez les écoutilles! L'ordre dans le casque sonne comme une sentence. Le lourd couvercle tombe, coupant la lumière du soleil. Les ténèbres du char étreignent les hommes. Désormais, leur monde est limité au cadran des instruments et aux étroites bandes des épiscopes. « Vitesse! Donne de la vitesse !» crie Gromov, sentant la machine commencer à secouer sur les nids de poules. Les chars volent vers l'eau, soulevant des traînées de poussière. Ils ressemblent à des bêtes enragées se jetant à l'attaque du chasseur. Mais le chasseur est mieux armé. Gromov voit la première lueur sur l'autre rive. Silencieuse, vive. Une seconde plus tard, le son du coup rattrape l'image. Et un instant après, une fontaine d'eau sale s'élève dans le ciel à 10 mètres du flanc gauche. Ça a commencé. Le calcul de l'ingénieur est entré dans la phase d'expérimentation pratique. La théorie des probabilités commence son compte à rebours mortel. L'eau bouillonne sous les impacts. L'air s'emplit du sifflement des éclats. 5 machines vont en enfer pour ouvrir les portes du paradis aux autres. Gromov ne ressent pas de peur, seulement une tension froide et vibrante de l'esprit, calculant la trajectoire de la manœuvre dans le chaos de la destruction. La rivière Donets septentrionale cesse d'être un obstacle aquatique pour devenir une zone de destruction totale. La surface de l'eau bout. Ce n'est pas une métaphore, mais un état physique du milieu. Des centaines d'éclats de métal incandescent tombant dans l'eau l'évaporent instantanément, créant un rideau dense de vapeur et d'éclaboussures. Dans ce mur blanc laiteux, 5 chars T-34 s'écrasent à pleine vitesse. L'impact avec l'eau casse la vitesse. La machine de plusieurs tonnes, qui volait sur la terre ferme comme un boulet, s'enlise. La résistance hydrodynamique frappe les chenilles. Les moteurs hurlent, s'étouffant sous la surcharge. L'eau inonde les épiscopes, aveuglant une seconde les mécaniciens conducteurs. Mais il ne faut pas s'arrêter. L'arrêt dans l'eau, c'est la mort. Le fond est vaseux, visqueux. Si les chenilles perdent l'adhérence, le char se transformera en cible immobile. Gromov sent que la machine dérive. Le courant appuie sur le flanc. « Costin, tiens le vecteur. Ne te laisse pas déporter. Gaz !» L'artillerie allemande déplace son tir. Le calcul de Gromov s'est justifié avec une précision effrayante. Les canons anti-aériens de calibre 88 mm en tir direct frappent l'eau. Les obus entrent dans la rivière, soulevant des colonnes d'eau hautes comme un immeuble de 5 étages. C'est plus effrayant que les explosions sur Terre. L'eau n'absorbe pas l'onde de choc, elle la transmet. Chaque explosion près du char frappe la coque comme un marteau géant. À l'intérieur de la tourelle, le tintement est tel que le sang coule du nez. Les soudures craquent sous la tension.
La machine du lieutenant Volkov va plus à gauche, plus près du centre du gué. Elle encaisse le premier coup. Gromov le voit par l'épiscope latéral. Un obus perforant frappe le flanc, juste sous la tourelle. La physique du processus est impitoyable. L'énergie cinétique d'un boulet de 10 kg, volant à 800 mètres par seconde, se transforme en énergie thermique. Le blindage n'est pas seulement percé, il a giclé à l'intérieur en gouttes incandescentes. La détonation des munitions est instantanée. La tourelle du char est arrachée et projetée en l'air. Elle fait une lente rotation, éclaboussant du feu, et tombe dans l'eau avec un sifflement. À la place de la machine de combat, il ne reste qu'une carcasse d'où jaillit une colonne de flammes, anormalement brillante sur fond d'eau grise. L'essence et l'huile brûlent à la surface de la rivière sans s'y mélanger. « Le 3, hors de combat !» La voix de Sidorov dans l'interphone tremble, mais ses mains continuent d'enfoncer l'obus dans la culasse. « Volkov, c'est fini !»« Pas d'émotion !» aboie Gromov. Il n'a pas le temps de porter le deuil. Le chagrin, c'est pour plus tard. Maintenant, l'amertume de la perte sature les canaux de communication et gêne le commandement. Feu sur les lueurs, tire rapide. Ne vise pas, tire juste. On a besoin de bruit. Le char de Gromov tire en mouvement. Ce n'est pas un tir de destruction, mais de suppression. Il n'y a pas de stabilisateur. La machine tangue sur les bosses du fond, le canon danse. Les obus partent vers la rive allemande, explosant tantôt sur la plage, tantôt dans la forêt. Mais ils remplissent leur mission. Ils attirent l'attention. Les Allemands voient une résistance furieuse. Ils voient 5, non, déjà 4 machines russes insolentes qui foncent droit sur leurs canons. Dans leur optique, c'est la menace principale. À droite, la machine numéro 4 s'embrase. Un obus a coupé la chenille. Le char est pivoté par le courant, exposant sa poupe vulnérable. Le tir suivant perce le compartiment moteur-transmission. Le moteur cale. La machine se fige au milieu de la rivière. L'équipage ne quitte pas le char. La tourelle tourne, ripostant par des tirs. Ils exécutent l'ordre. Tant que le canon fonctionne, faire feu. Ils deviennent un point de feu stationnaire au milieu de l'eau en feu, gagnant encore 30, 40, 50 secondes pour le bataillon. Gromov voit les obus de petit calibre, 20 mm, 37, commencer à frapper le blindage du numéro 4. Le blindage étincelle. Le char se transforme en passoire, mais continue de tirer. Le dernier coup de feu retentit à travers les flammes qui ont envahi la tourelle. Puis, l'explosion des réservoirs de carburant. Le 4 se tait à jamais. « La rive est à 50 mètres !» crie Kostin. Il ne voit pas la mort de ses camarades. Il regarde seulement la bande de terre sale devant lui. Sa tâche est de tirer le commandant et l'équipage sur la terre ferme. L'eau autour bouillonne d'éclats. Le char de Gromov reçoit un coup glissant sur la tourelle. Le crissement du métal est tel qu'on a l'impression qu'on arrache le cuir chevelu avec le casque. L'optique du tourello du commandant vole en éclats. Gromov tombe au fond du compartiment de combat, se protégeant le visage avec les mains. Les éclats de verre et de calamine ciblent la combinaison. « Vivant !» la voix de Makarov. « On travaille !» râle Gromov en se relevant. Le sang coule sur sa joue, mais c'est une égratignure. « Mécanicien, à fond! Sors-nous sur la rive !» Les chenilles accrochent le sol ferme. La machine fait un bond, levant le nez vers le ciel. L'eau ruisselle du blindage en torrent, mettant à nu le métal fumant. Le char rampe sur le sable comme un monstre préhistorique. Le moteur hurle à la limite, crachant des nuages de fumée noire. Ils sont sur la rive. Dans la zone morte sous la falaise abrupte, où les canons à tir direct ne peuvent les atteindre, 2 autres machines rampent à leur suite. 3 sur 5. 60% de pertes. C'est une statistique sèche. Mais derrière ces pourcentages,
Il y a 8 hommes qui sont restés là-bas, dans la rivière. 8 gars avec qui Gromov fumait hier du tabac gris et partageait de la viande en conserve. « Stop, machine !» ordonne Gromov. Dans le silence relatif qui s'installe, on entend le métal refroidir en craquant, comme du bois dans un poêle. Et on entend autre chose. Loin à gauche, à environ 3 km en aval, un grondement monte. Un rugissement puissant et retentissant de centaines de moteurs. Ce sont les forces principales. Le bataillon est parti. La défense allemande, percée et distraite par une poignée de kamikazes au guet central, a laissé passer le coup principal sur le flanc. Gromov ouvre l'écoutille. L'air ne sent pas la fraîcheur de la rivière, mais le caoutchouc brûlé, la viande grillée et le fer surchauffé. Il regarde en arrière, vers la rivière. Le spectacle est effroyable et majestueux dans sa tragédie. Au milieu de l'eau sombre brûlent 2 torches. Les flammes se reflètent dans la rivière, créant l'illusion que l'eau elle-même brûle. Une fumée noire rase le sol, cachant l'horizon. Sidorov sort de l'écoutille du chargeur, arrache son casque. Son visage est noir de suie. On ne voit que le blanc des yeux et les chemins de larmes qui ont percé la crasse. Il regarde les chars qui brûlent. Kolia est là-bas. Et Seryoga, chuchote-t-il. Ils ont rempli la mission. La voix de Gromov sonne durement, comme un claquement de culasse. Il n'y a pas de place pour la pitié. La pitié dévalorise le sacrifice. Il n'y a que le constat du fait. Grâce à eux, le bataillon est déjà sur l'autre rive. C'est le prix. Nous l'avons payé. Gromov ne laisse pas l'équipage s'effondrer. Il connaît la psychologie. Si on laisse libre cours aux sentiments maintenant, dans 1 heure, l'équipage sera inapte au combat. Observation! Vérifiez le train de roulement. Rapport sur les dommages. La guerre n'est pas finie. Il sort une cigarette, mais ne l'allume pas. Il regarde les chars en feu. Dans son cerveau d'ingénieur surgit involontairement une formule. L'efficacité de la manœuvre est égale au rapport de la tâche accomplie sur les pertes subies. Tâche accomplie à 100%, perte 40% du personnel du groupe. Du point de vue de l'état-major, c'est une opération brillante. Du point de vue humain, c'est de la cendre sur les lèvres. La victoire a le goût du brûlé. La radio s'anime. À travers les crépitements des parasites, perce la voix du commandant de bataillon. « Orlan, ici premier. On est passé propre. On se fixe. Les Allemands fuient. Comment ça va chez vous? À vous. » Gromov prend le combiné. Son doigt se fige sur le bouton. Il regarde la rivière où finissent de brûler les vies de ses hommes. « Ici Orlan. Mission accomplie. Ennemi désorienté. Perte. » Il marque une pause, inspirant la fumée âcre. Perte. 2 unités. Équipage mort. Poursuivons l'exécution de la mission. Terminé. Il jette le combiné. Pas de mémoire éternelle. Pas de héros. Juste des faits. La guerre est un travail. Un travail sale, lourd, où l'outil est la vie et le résultat des lignes dans des rapports. Gromov descend à l'intérieur de la tourelle. C'est habituel et étroit là-dedans. Il n'y a pas de rivière en feu. Il y a un viseur, une culasse et des munitions. Là, tout est compréhensible. Et dehors, il y a trop de chagrin, qui ne se prête pas à l'analyse mathématique. Le char numéro 114 fait demi-tour et rampe vers le haut de la pente, laissant derrière lui la traversée en flammes. Devant, c'est Belgorod. Devant, de nouvelles équations qu'il faudra résoudre pour survivre.
Moscou, 1944. Cette ville frappe les sens plus fort que l'onde de choc d'une bombe. Ici, pas de sifflement de mine ni de grincement de chenilles, mais le fond sonore provoque chez le lieutenant Gromov une nausée. Le tintement des tramways, le rire des passants, le claquement des talons féminins sur l'asphalte, la musique des haut-parleurs, tout cela se fond en un bruit chaotique et illogique. Au front, chaque son a une signification. Un clic, c'est une culasse. Un bourdonnement, c'est l'aviation. Un sifflement, c'est la mort. Le son est une information pour la survie. Ici, à l'arrière, le son n'est que déchet. Une vibration de l'air insensée. Gromov marche dans la rue Gorky. Il ne se déplace pas comme un citadin en promenade, mais comme une unité de combat en marche. Vecteur de mouvement direct, regard scannant l'espace à 360 degrés. Secteur de tir, abri, point de feu. L'habitude, incrustée dans le subconscient, le force à évaluer les greniers et les sous-sols comme des positions potentielles pour des mitrailleurs. Il est en tenue d'apparat, l'ordre de l'étoile rouge sur la poitrine, mais il se sent comme s'il était sorti nu sur la place. Sans blindage, sans sa capsule d'acier habituelle qui le sépare d'un monde hostile. On l'a convoqué au commissariat du peuple pour des consultations sur l'amélioration de la transmission des nouvelles modifications du T-34. Là-bas, dans les bureaux qui sentaient le papier et l'encre, il se sentait relativement calme. On y parlait de métal, de couple moteur, de durée de vie du moteur. C'était un langage de chiffres compréhensible. Mais maintenant, ayant reçu une permission de 3 heures avant son train, il s'est retrouvé dans l'espace ouvert de la vie civile. Les vitrines des magasins sont intactes. Les vitres brillent au soleil. Gromov se surprend à chercher dessus des fissures dues à une onde de choc. Il n'y en a pas. Cela semble incorrect, presque une hallucination. Un monde où le verre n'éclate pas semble fragile, irréel. Des gens passent, des hommes en manteau, des femmes en robes vives. Ils mangent des glaces, ils sourient. Pour Gromov, qui il y a une semaine extrayait un mécanicien brûlé d'une écoutille, cela ressemble à une pièce de théâtre, un mauvais décor. Il a envie de crier « Couchez-vous !» juste pour vérifier s'ils ont des instincts de conservation. Mais il se tait. Il marche, essayant de ne pas bousculer les passants de l'épaule, car il a peur qu'au contact de sa lourdeur de pierre, il ne s'effrite. Magasin Detsky Mir. D'immenses fenêtres voûtées. Gromov s'arrête devant l'entrée. Il a une mission. Sa femme Vera a écrit dans sa dernière lettre triangulaire que leur fille Sonia rêve d'une poupée. Une vraie, avec des yeux qui se ferment. Gromov pousse la lourde porte. Une odeur qui fait tourner la tête frappe ses narines. Vanille, textile, une sorte de pâtisserie. Pas de brûlé, pas de diesel. La stérilité. À l'intérieur, un brouhaha de voix. Des enfants courent, rient. Gromov se tient à l'entrée comme un corps étranger. Un bloc d'un passé sombre et lourd, au milieu d'un futur radieux. Il sent les regards sur lui, sur ses épaulettes, sur ses mains. Il les a cachés dans ses poches, mais il sait que le mazout n'est pas parti complètement. Il s'est incrusté dans la peau, est devenu un pigment. Ses mains ont tué. Ses mains ont pointé des canons, et maintenant, elles doivent choisir un jouet. Il s'approche du comptoir. La vendeuse, une jeune fille aux lèvres peintes, le regarde avec pitié et admiration à la fois. « Je peux vous aider, camarade officier ?»« J'ai besoin d'une poupée. » La voix de Gromov sonne sourde, comme sortant d'un char. Pour une fille de 5 ans. Fonctionnelle, solide. La jeune fille sourit et sort une boîte de l'étagère. Dedans, une poupée en robe bleue. Elle a des boucles blondes et des joues anormalement roses. « Tenez, regardez. Katyusha. » Ses yeux se ferment si on l'incline, et les bras bougent sur des rotules. Gromov prend la poupée.
Elle pèse 300 grammes, légère comme une plume. Creuse. Il a l'habitude de tenir des obus perforants de 6 kilogrammes. Il a peur de serrer les doigts un peu plus fort et d'écraser ce plastique fragile. Il examine le mécanisme des yeux. Un système gravitationnel très simple, contrepoids, axe. Une pensée d'ingénieur dirigée vers l'imitation du sommeil. Construction fiable ? Demande-t-il en tournant la poupée. La tête ballotte. Mais enfin, rit la vendeuse, c'est un jouet, il faut l'aimer, pas tester sa résistance. Aimer. Gromov regarde le visage de poupée. Les yeux de verre regardent dans le vide. Il n'y a pas de sens dans cet objet, pas de fonction utilitaire. Il ne protège pas, ne tire pas, ne transporte pas de charge. C'est de l'esthétique pure. Le symbole de la paix qu'il tente de préserver là-bas, sur l'arc de Koursk et sur le Dniepr, en brûlant vif. Il paie. Les billets dans ses doigts semblent des emballages de bonbons. L'argent ici a de la valeur. Au front, l'argent sert juste à allumer un feu. Là-bas, la monnaie est différente. Cartouches, gazole, alcool, vie. Le taux de change est cruel. Une vie d'équipage pour une hauteur. 3 chars pour une traversée. Et ici, pour 30 roubles, on peut acheter un morceau de plastique peint. L'économie de l'absurde. Gromov sort dans la rue, la boîte sous le bras. La boîte est entourée d'un ruban. Cela semble grotesque. Un officier au regard lourd de tueur et un jouet d'enfant. Il se sent comme un espion, un étranger. Cette ville paisible n'est pas son habitat. Son milieu, c'est l'intérieur huileux d'un T-34, où tout obéit à la logique du combat. Où un ami est celui qui couvre tes arrières, pas celui qui sourit dans la queue. Il s'assoit sur un banc dans un square. À côté, des pigeons roucoulent. Oiseaux de paix, gras, paresseux, pas effrayés. Gromov allume un bellomore, écrasant le bout en carton avec ses dents. La fumée apaise un peu, créant un rideau habituel. Il regarde le théâtre en face. L'affiche invite à une opérette. Les gens vont écouter de la musique. Alors que ces gars, Kostin, Sidorov, Makarov, sont peut-être en train de devenir sourds à cause des explosions quelque part près de Kharkov. Le contraste déchire la conscience. Gromov comprend une chose terrible. Il n'envie pas ces gens. Il ne les hait pas pour leur calme. Il ne les comprend tout simplement pas. Ce sont des civils. Une autre espèce biologique. Ils vivent dans une dimension où la mort est une tragédie qui arrive une fois dans la vie et non une routine quotidienne comme se brosser les dents. Nous sommes les chauffeurs, pense Gromov, en regardant la fumée de sa cigarette. Nous nous tenons près de la chaudière de la locomotive de l'histoire et nous y jetons nos vies pour que dans les wagons de première classe, la musique joue et la lumière brille. Les passagers ne doivent pas savoir à quoi ressemble la chaudière. Ils n'ont pas besoin de voir la crasse, la sueur et la chair qui brûlent. Sinon, la musique cessera de les réjouir. Il regarde la poupée dans la boîte. Ce cadeau est un pont, un fil ténu qui le relie à sa fille qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Mais il sait que lorsqu'il reviendra et lui donnera ce cadeau, il ne pourra pas raconter comment il l'a acheté. Il ne pourra pas lui expliquer le prix de ce silence. Le temps passe. 40 minutes avant le train. Gromov se lève. Il ressent un soulagement. Bientôt la gare. Bientôt le bruit des roues, l'odeur du charbon, et puis la zone de front. Là-bas, la boue, les poux, le sang. Mais là-bas, tout est honnête. Il n'y a pas de faux sourires, ni d'yeux de verre. Il y a un ennemi visible dans le viseur,
et un blindage dont tu connais l'épaisseur. Il marche vers le métro, accélérant le pas. Il doit s'enfuir de ce paradis. Le paradis s'est avéré trop étouffant pour un homme habitué à respirer le brûlé. Gromov plonge dans le souterrain comme dans l'écoutille d'un char. En bas, il fait sombre et bruyant. Cela apaise. L'ingénieur retourne à son poste de travail. L'équation de la guerre n'est pas encore résolue, et sa variable est nécessaire là-bas, à l'ouest. Et la poupée? Que la poupée rappelle que quelque part existe un monde où le plus gros problème est un cil décollé chez une princesse en plastique. 1945. La géométrie de la guerre a changé. Les steppes infinies et les panoramas horizontaux sont restés à l'est. Ici, en Europe, l'espace s'est comprimé aux dimensions d'une rue, d'une ruelle, d'une ouverture dans un mur de briques. Le char numéro 114 mord les pavés des villes allemandes avec ses chenilles. Ce n'est plus un simple mouvement à l'azimut, c'est un labyrinthe. La guerre est devenue verticale. La mort vient désormais non seulement de l'horizon, mais aussi des étages supérieurs, des sous-sols, des bouches d'égout. Le char de Gromov ressemble à un vétéran passé au hachoir et réassemblé. La peinture d'usine est cachée depuis longtemps sous des couches de suie, de boue et de poussière de briques. Sur les flancs sont soudées des grilles, des sommiers de lit, des morceaux de clôture. Ce n'est pas de la décoration. C'est une réponse d'ingénieur à une nouvelle menace. Les grenades à charge creuse. Les Panzerfaust. Un tube embouti bon marché avec une charge explosive capable de percer le blindage d'un T-34 de part en part. La physique du jet cumulatif est impitoyable. L'explosion focalisée crée une pression de millions d'atmosphères, transformant le blindage en liquide. Le jet entre à l'intérieur, tuant l'équipage par la différence de pression et les éclaboussures de métal en fusion. La distance de combat s'est réduite à un jet de pierre. 30 mètres. 20. Gromov hait ces villes. Le char ici est un éléphant dans un magasin de porcelaine, aveugle et maladroit. Le long canon gêne pour tourner dans les passages étroits. Toute rotation de la tourelle menace de heurter le mur d'une maison. Le calcul de l'ingénieur travaille ici à la limite des vitesses de réaction. Pas le temps pour des calculs balistiques. Il n'y a que des réflexes. Mouvement vu à la fenêtre, tir. Sans identification de la cible, sans doute. L'équipage, Kostin, Sidorov, Makarov, est vivant. Contrairement à toutes les statistiques des troupes blindées, contrairement à la théorie des probabilités qui leur donnait 3 semaines de vie en 43, maintenant, ils sont une anomalie statistique. 4 hommes ayant traversé de Koursk à l'Odeur dans une même boîte. Ce ne sont plus des hommes au sens habituel. Ce sont des appendices biomécaniques au levier et au viseur. Les personnalités se sont effacées. Restent les fonctions. À droite, 2e étage, fenêtre. La voix de Gromov dans le casque sonne monotone, comme un enregistrement sur un disque de gramophone. Pas de cri. L'ordre est donné sur l'expiration. Vu. Makarov ne perd pas de temps à confirmer. La tourelle tressaille vers la droite. Des fractions de secondes décident qui mourra. L'homme au Panzerfaust avec son tube sur l'épaule ou l'équipage. Tir. L'obus à fragmentation vole dans l'ouverture de la fenêtre. L'explosion défonce une partie de la façade. Une avalanche de briques s'effondre sur la chaussée, soulevant un nuage de poussière grise et suffocante. À l'intérieur du char, le travail est automatisé comme sur une chaîne de montage. Sidorov enfonce les obus dans la culasse avec la rythmicité d'un piston. Ses mouvements sont économes, calibrés au millimètre. Il ne regarde pas le but. Ses mains trouvent d'elles-mêmes le casier à munitions. Kostin conduit la machine par à-coups. Bon cours, arrêt, tir, repli. C'est un danseur sur un champ de mine.
Il sent le gabarit de la machine avec sa peau. Il sait où finit l'aile et où commence le mur sans regarder dans l'épiscope. Berlin, mai. La ville ne brûle pas, elle rougeoie. L'air ici est dense, lourd, on pourrait le couper au couteau. C'est un mélange de poussière de béton, de plâtre et de gaz de poudre. Visibilité, 50 mètres. Pas de soleil, seulement une tache grise trouble dans le ciel, cachée par la fumée des incendies. Le char de Gromov se fraye un chemin vers le centre. Les rues sont encombrées de barricades, faites de tramways, de meubles, de pavés arrachés. Chaque barricade est un problème. Percuter? Impossible, ça peut être miné. Contourner? Nulle part. Détruire au canon? Peu d'obus. Kostin, doucement, en première. Pousse le tramway, ordonne Gromov. Le char appuie son blindage frontal contre le flanc du wagon renversé. Le moteur rugit, crachant de la fumée noire. Le métal crisse contre le métal. Le tramway bouge à contre-cœur, libérant un passage large exactement comme le corps de la machine. Gromov surveille les toits. C'est là qu'est le danger principal. L'angle d'élévation du canon est limité. Si un homme au Panzerfaust tire d'en haut, sur le toit de la tourelle ou du compartiment moteur, le blindage ne sauvera pas. Il n'y a que 15 mm d'acier. La fatigue du métal se transmet aux hommes. Les ressorts de suspension se sont affaissés. Le diesel mange de l'huile par seau. Les joints des écoutilles ont séché et laissent passer la fumée âcre à l'intérieur. Les hommes aussi sont usés, les yeux enflammés par la tension constante. Les mains tremblent quand il n'y a pas de travail et deviennent d'acier quand elles touchent les mécanismes. Ils n'ont pas dormi depuis 3 jours. L'organisme fonctionne sur les réserves d'énergie, se brûlant lui-même. Gromov se surprend à penser qu'il a cessé de percevoir le temps. Il n'y a qu'une alternance infinie, chargement, visée, tir, recul. Repère, pont Moltke. Droit devant, Gromov vérifie la carte qui s'est transformée en chiffon depuis longtemps. Jusqu'au Reichstag, 800 mètres. 800 mètres. Au polygone, c'est la distance d'un tir direct. Ici, dans Berlin à l'agonie, c'est l'infini. Chaque mètre d'asphalte est balayé par les tirs. Des mitrailleuses tirent depuis les sous-sols. Les canons anti-aériens du parc Tiergarten ont baissé leur fût et tirent à vue directe. Devant, un char de la section voisine s'embrase. Un jet cumulatif a frappé le flanc. L'équipage n'a pas le temps de sortir. Gromov voit cela, mais ne ressent aucune émotion. La pitié s'est atrophiée sur la Vistule. Maintenant, c'est juste une information. Secteur gauche dangereux. Flanc gauche vers le bâtiment. Couvre-toi avec le mur, ordonne-t-il. Le char numéro 114 se colle aux ruines d'un grand magasin. Le crissement de la brique sur le blindage sonne comme une plainte. Makarov attrape dans le viseur une lueur dans le sous-sol d'en face. Tire. Le sous-sol se transforme en tombe. Claire, râle Sidorov. Ils rampent en avant, lentement, inéluctablement, comme un glacier. Gromov regarde dans le périscope. Dans les déchirures de fumée apparaît un bâtiment gris massif avec une coupole. Le Reichstag. Ce n'est pas un symbole de victoire pour lui maintenant. C'est juste un objet de fortification massif, saturé de moyens de feu. Un point sur la carte où converge la géométrie de tous les fronts. « Je vois l'objet », rapporte Gromov. « Distance 400, cible groupée, explosif. » Les derniers mètres de la guerre sont les plus durs. La résistance devient fanatique. Les Allemands comprennent que c'est la fin et se battent avec le désespoir des condamnés. L'air est rempli de traceurs. Ils dessinent des lignes de feu dans la brume grise, tissant un filet mortel. Le char tressaille d'une explosion proche.
Les éclats hachent la transmission, mais la machine avance. Ce mécanisme créé pour la destruction refuse de mourir. Il tire ses créateurs vers la ligne d'arrivée. Tir, encore un tir. Les douilles teintent sur le sol, le recouvrant d'un tapis de laiton. Gromov sent vibrer chaque boulon de la coque. C'est la résonance de l'histoire. Ici et maintenant se termine l'équation qu'il a commencé à résoudre il y a 2 ans, dans la steppe en feu, près de Koursk. Le silence tombe soudainement. D'abord, on croit à une commotion, que les oreilles ont lâché sous la surcharge. Mais non, ils ont juste arrêté de tirer. Gromov regarde sa montre. L'aiguille des secondes continue sa course. Le moteur tourne au ralenti, ronronnant doucement, comme une bête fatiguée. La fumée commence à retomber. Devant, à travers le voile gris, apparaît la colonnade noircie du Reichstag. Sur les marches, des silhouettes humaines en gris-vert. Elles lèvent les mains. « Halte !» dit Gromov. Le mot tombe dans le silence comme une pierre. Kostin retire ses pieds des pédales. Le bourdonnement des embrayages s'apaise. Le char se fige. Il a parcouru son chemin. De la Volga à l'Ashpré, des milliers de kilomètres, des tonnes de carburant brûlés, des quintaux de métal tirés. L'équipage se tait. Personne ne crie « Hurrah !» Pas de force pour la joie. Seulement le vide. La sensation que le ressort comprimé à l'intérieur depuis 2 ans a enfin cassé. Gromov ouvre l'écoutille. La poussière de Berlin se dépose sur son visage, bouche son nez. Elle sent la chaux et l'empire mort et étranger. Il regarde ces hommes. Ils sont vivants, sales, effrayants, ressemblant à des mineurs sortis d'un éboulement, mais vivants. Problème résolu. Réponse obtenue. Mais le prix de cette solution est inscrit dans les cheveux gris d'un lieutenant de 25 ans. Juin 1945, Tcheliabinsk. La gare bourdonne comme un transformateur surchargé. L'air est différent ici. Il n'y a pas ce goût métallique de sang et de plomb auquel les poumons se sont habitués en 1418 jours. Ici, ça sent la poussière de charbon, les petits pâtés aux choux et le tabac bon marché. Cette odeur frappe le nez, provoquant des vertiges. L'organisme, réglé sur le mode survie dans des conditions de surcharge extrême, a dératé. Un creux d'adrénaline. Gromov se tient dans le tambour du wagon, sentant le sol vibrer sous ses pieds. Le train ralentit. Le bruit des roues, ce métronome de la route, change de rythme, devenant plus rare, plus silencieux. Les patins de frein se pressent contre les roues avec un crissement. Le son ressemble au grincement d'une chenille de char ayant sauté du galet. Gromov tressaille. Le réflexe agit plus vite que la pensée. Le corps se tend, se préparant au choc. Mais il n'y a pas de choc. Juste la douce secousse de l'arrêt. L'inertie du mouvement du train est amortie par la force de frottement. La physique fonctionne sans faille. Les portes s'ouvrent. Gromov fait un pas sur le quai. Sous ses bottes, pas de boue des tranchées, pas de pavé de Berlin, mais l'asphalte ferme d'une ville de l'arrière. Il regarde la foule. C'est un mouvement brownien chaotique de centaines de personnes. Femmes, enfants, vieillards. Fleurs, affiches, musique. L'orchestre joue une marche, mais les trompettes sonnent faux. Pour Gromov, ce bruit semble irrationnel. Trop fort, trop désordonné. Au front, tout son est un signal. Ici, le son est juste une émotion. Il cherche du regard un point d'appui. Secteur de vision, 180 degrés. Il scanne les visages comme il scannait autrefois la lisière de la forêt à la recherche de canons camouflés. Le regard accroche une silhouette familière. Près d'une colonne, Vera. Elle a vieilli. Gromov le note comme un fait,
sans pitié, avec un constat sec. La guerre à l'arrière a sa propre arithmétique d'usure du matériel humain. Des équipes de 12 heures à l'usine, le système de rationnement, le froid, l'attente de l'avis de décès. Cela vieillit plus vite que le temps. Elle a des rides aux yeux, les épaules voûtées, comme si un poids invisible pesait sur elle. À côté d'elle, une petite fille, Sonia. Elle a grandi. Gromov se souvient d'elle à 3 ans, quand il est parti en 41. Maintenant, devant lui se tient une personne qu'il ne connaît presque pas. 5 ans de séparation, c'est un gouffre. C'est une étape manquée de l'évolution de la famille. Sonia serre une poupée contre sa poitrine. Celle-là même, du Detski Mir de Moscou, acheté en 44. Une Katyusha en plastique dans une robe bleue. Le jouet semble étrangement neuf sur fond du petit manteau délavé de la fillette. Ce morceau de plastique brillant est la seule chose ici que la guerre n'a pas touchée. Une constante de la vie paisible que Gromov a réussi à transmettre à travers la ligne de front par colis postal. Il marche vers elle. Ses jambes semblent en coton. Parcourir 50 mètres sur le quai s'avère plus difficile que de ramper 1 kilomètre sous un feu de mortier. Là-bas, tu connais les règles. Ici, il n'y a pas de règles. Gromov a peur. Peur que ses mains, habituées au levier et à l'acier froid de la culasse, ne s'avèrent trop rudes pour ce monde. Ses paumes sont un outil de meurtre et de réparation. La peau y est dure comme du papier de verre. La suie incrustée fait partie de l'épiderme. Comment serrer sa femme avec ses limes? Comment caresser l'enfant? C'est un conflit de compatibilité des mécanismes. « André !» Le cri de Vera couvre le bruit de l'orchestre et se jette vers lui. Le choc d'un corps mou contre le tissu rêche du manteau et le métal des décorations. Gromov se fige. Il ne sait pas où mettre ses mains. Puis, obéissant à un instinct ancien, pré-ingénieur, il l'enlace. Prudemment, en dosant l'effort, comme s'il manipulait une fusée fragile. Il sent qu'elle tremble. C'est la résonance. Son tremblement se transmet à lui, perçant le blindage d'aliénation qu'il a accumulé pendant 4 ans. « Revenu », chuchote-t-elle. « Vivant ». Gromov se tait. Il a une boule dans la gorge. Les cordes vocales sont spasmées. Il veut dire quelque chose d'important, quelque chose de juste, mais seuls des termes techniques lui viennent à l'esprit. Mission accomplie, effectif arrivé, matériel en bon état. Tous les mots d'amour semblent petits, effacés, insuffisants pour ce moment. Il s'écarte et s'accroupit devant sa fille. Niveau des yeux, sur la même ligne. Sonia le regarde avec peur et curiosité. Pour elle, cet homme en épaulette, sentant le tabac et la chimie étrange et forte du chemin de fer, est un étranger. « Papa, c'est une photo sur la commode. Et ça, c'est la réalité. Une réalité sévère, mal rasée, au regard lourd. »« Bonjour, Sofia Andreevna, » dit Gromov. Sa voix est rauque, étrangère. Il essaie de sourire, mais les muscles du visage, habitués à être un masque de calme, obéissent mal. Le sourire sort tordu, brisé. La fillette se tait. Elle serre plus fort la poupée. Ses petits doigts ont blanchi sous la tension. Gromov regarde le jouet. Les yeux de verre de la poupée le regardent avec la même indifférence qu'alors dans le magasin de la rue Gorky. Mais maintenant, cette poupée n'est pas juste un objet. C'est un mot de passe, un code d'accès ami-ennemi. « La poupée est entière ?» demande bêtement Gromov. Il touche le bras en plastique du jouet avec son doigt. Le contraste est monstrueux. Le doigt noir et durci du tankiste et le plastique rose et lisse, métal et jouet, mort et enfance. Dans ce contact,
réside toute l'absurdité et la grandeur du moment. Entière, répond doucement Sonia. Maman a dit que papa l'avait envoyé. Papa est tankiste. Tankiste, hoche Gromov. J'étais tankiste. Maintenant juste papa. Il la prend dans ses bras. Le poids de l'enfant est négligeable comparé au poids d'un obus. Mais la tenir est effrayant. Le centre de gravité est déplacé. Gromov se redresse. Vera se serre contre son épaule. Ils se tiennent en triangle au milieu de la foule. Circuit fermé. Le circuit électrique est rétabli. Autour, des gens pleurent. Certains de bonheur, d'autres de chagrin, n'ayant pas retrouvé les leurs. Gromov voit une femme au foulard noir qui se tient seule, serrant dans ses mains une enveloppe vide. La statistique de la guerre est implacable. Pour chaque revenant, il y a ceux qui sont restés dans la terre. Gromov connaît cette mathématique mieux que quiconque. Il se souvient de Volkov, brûlé dans la rivière, se souvient de l'équipage de la 4e machine, se souvient de l'infanterie broyée par les chenilles près de Belgorod. Il est ici pour eux. Il est une erreur dans l'équation de la mort. Un survivant, malgré tout. « Allons à la maison, Andrusha, » dit Vera. « Il y a du bortsch à la maison, et j'ai acheté du vrai pain, sans ticket. » Maison. Le mot sonne inhabituel. Pour Gromov, la maison est l'espace étroit derrière le blindage, où ça sent le gazole. L'appartement, les murs, les meubles sont des concepts oubliés. Il devra réapprendre à vivre, apprendre à marcher sans crainte, apprendre à dormir dans le silence, sans sursauter au moindre bruissement, apprendre à être mari et un père, et non un chef de char. Ce sera un problème d'ingénierie complexe. La restructuration du système du régime de guerre au régime civil demande du temps et des ressources. Le psychisme est inerte. La distance de freinage de la guerre est longue. Dans sa tête résonne encore le claquement de la culasse et les ordres dans le casque. Il calcule encore les angles de tir en regardant les toits des maisons. Mais maintenant, sentant la chaleur du petit corps de sa fille dans ses bras et le souffle de sa femme sur son cou, Gromov comprend. Il a une raison de mener cette reconstruction. Il se dirige vers la sortie de la gare. Le soleil frappe les yeux. Un soleil de juin, éclatant. Il n'aveugle plus l'optique de l'ennemi. Il brille, tout simplement. Gromov plisse les yeux. Sa guerre est finie. Le char numéro 114 est resté à Berlin, figé en monument à lui-même. Et le constructeur Gromov est revenu pour construire. Construire une vie qui doit être plus solide que n'importe quel blindage. Dans sa poche se trouve le carnet avec les calculs de la mort. Mais il n'est plus nécessaire. Maintenant, il faut d'autres plans. 1947, usine de tracteurs de Tcheliabinsk. Le fracas dans les ateliers est le même qu'il y a 5 ans, mais la tonalité a changé. La note hystérique et déchirante de la hâte a disparu, quand chaque heure d'arrêt coûtait la vie à un bataillon sur le front. Maintenant, le métal sonne de manière mesurée, grave, assurée. Les étincelles de soudure électrique tombent en cascade, éclairant l'espace d'une lumière bleuâtre et morte, rappelant les éclairs des tirs. Mais maintenant, ces étincelles ne font pas naître du blindage, mais des charrues et des lames de bulldozer. Andrei Gromov se tient devant la planche à dessin. Il n'est plus lieutenant. Il est ingénieur en chef du bureau des tracteurs industriels. Sur le papier devant lui, le dessin d'un nouvel embrayage pour le tracteur S80. Les lignes sont nettes, fermes. Le crayon dans sa main ne tremble pas, comme ne tremblait pas le levier de déclenchement du canon en 1943.
Mais les tâches ont changé. Auparavant, il calculait les angles d'inclinaison du blindage pour le ricochet des obus. Maintenant, il calcule la résistance du sol au labour. Auparavant, les variables étaient la vitesse de vol du boulet et l'épaisseur de l'acier allemand. Maintenant, c'est la densité de la terre noire et le couple sur l'arbre. La physique est restée la même. La résistance des matériaux ne connaît pas les notions de guerre ou de paix. Le métal fatigue toujours, se déchire et plie sous la charge. Mais le but de l'application de la force est devenu créateur. Gromov regarde l'atelier d'en haut, depuis la galerie. Il voit les machines finies sortir des portes. Elles sont puissantes, à chenilles, peintes d'une couleur jaune pacifique. Mais l'œil du professionnel voit en elles la génétique du char. Les mêmes galets, les mêmes embrayages, le même rugissement diesel. Le tracteur est un char dont on a retiré le blindage et le canon, qu'on a privé de sa fonction de meurtre et qu'on a ramené à son essence première, le travail de la terre. Ne pas la déchirer par des explosions, mais la cultiver. Gromov ressent la satisfaction de l'ingénieur ayant résolu un problème d'optimisation très complexe. Il a su transformer l'épée en soc de charrue sans changer les principes fondamentaux de la mécanique. Sa guerre ne s'est pas terminée à Berlin, mais ici, quand le premier tracteur civil est sorti de la chaîne et qu'il a compris que cette machine ne brûlerait jamais avec un équipage à l'intérieur. Nos jours, région de Belgorod, champ de Prokhorovka. Le silence ici est assourdissant. Le vent se promène sur l'immensité, faisant onduler les hautes herbes. Le ciel est pur, profond, sans fond. Difficile d'imaginer qu'il y a 80 ans, cet horizon était bouché par une fumée noire, et la terre imprégnée d'huile et de fer sur 1 mètre de profondeur. Maintenant, c'est un musée à ciel ouvert, un temple de la mémoire. Sur un haut piédestal de granit est figé un char T-34, numéro de bord 114. Il est peint d'un vert frais et épais qui cache les cicatrices du métal. Les soudures sont grossières, du temps de guerre. Elles ont été soudées par des adolescents et des femmes dans des ateliers non chauffés, mais ces soudures tiennent la structure à mort depuis près d'1 siècle. Un groupe de touristes s'approche du monument. Des jeunes, des enfants, un guide avec un micro. Ils regardent le char de bas en haut. Pour eux, c'est un artefact, un objet d'histoire, aussi lointain que les armures de chevaliers ou les chars romains. Ils voient l'esthétique, le blindage incliné, le profil prédateur de la tourelle, la puissance des galets. Ils prennent des photos avec leur téléphone, sourient, déposent des œillets rouges sur les chenilles. Mais ils ne voient pas l'essentiel. Ils ne voient pas les mathématiques. Ils ne savent pas que ce char n'est pas seulement un monument à la victoire. C'est un monument au calcul d'ingénieur du lieutenant Gromov. À travers les couches de peinture, on ne voit pas l'enfoncement sur la couronne de tourelle, la trace de ce fameux coup qui a bloqué le canon en juillet 1943. Les touristes ne savent pas que c'est précisément cette défaillance technique qui a été le début d'une partie audacieuse de poker avec la mort. Ils ne sentent pas l'odeur des fumigènes avec lesquels l'équipage a simulé l'incendie. Ils n'entendent pas le claquement de la culasse, tranchant les secondes de vie de 5 panthères allemands. Pour eux, ce char est statique. Mais pour l'histoire, il est rempli d'une dynamique folle. C'est une équation de survie figée. Chaque facette de la tourelle, chaque patin de chenille est une variable qui a été prise en compte et utilisée. Gromov ne combattait pas avec fureur, il combattait avec intelligence. Et cette intelligence est désormais coulée à jamais dans le métal, debout sur un piédestal. Un garçon d'une dizaine d'années s'échappe du groupe et court vers le char. Il tape avec sa petite main sur le blindage froid du galet. Le son est sourd, dense. Le garçon rit. Il ne sait pas que sous ce galet, autrefois, la terre brûlait. Et Dieu merci qu'il ne le sache pas. Gromov, s'il pouvait voir cela maintenant, approuverait. C'était son but ultime. Pas la gloire,
pas les médailles, pas une place dans les manuels. Son but était de créer des conditions où les enfants pourraient toucher les chars sans crainte, sans risquer d'être tués. Il a travaillé avec des surcharges, a résolu des problèmes à 3 inconnus sous le feu, pour qu'à l'avenir, l'équation de la vie n'ait qu'une seule solution: la paix. Le monument se tient immobile. Le canon regarde le ciel, mais maintenant, ce n'est pas une menace, mais un vecteur, un indicateur. Il montre que la force n'est pas dans le calibre, mais dans celui qui dirige ce calibre. Le char numéro 114 a rempli sa mission de combat. Il a survécu, il a préservé l'équipage, il a détruit l'ennemi, et maintenant, il a droit au repos éternel. Le vent bruisse dans les couronnes. Le soleil chauffe le blindage. Si on pose la main sur la coque, on peut sentir cette chaleur. Ce n'est pas la chaleur d'un incendie, ni la chaleur d'un moteur. C'est la chaleur du soleil, accumulée par le métal. L'énergie de l'étoile qui donne la vie. Le génie d'ingénieur de Gromov, incarné dans la tactique et la mécanique, s'est dissous dans ce calme. Il est devenu partie du paysage, partie de l'histoire, partie du réseau moléculaire de l'acier. Nous, descendants, regardons ce char et voyons une machine sévère. Mais en réalité, devant nous, se trouve un outil de paix. L'outil le plus lourd, le plus grossier, le plus cruel que l'humanité a dû inventer pour défendre son droit à l'existence. La mathématique de la guerre est terminée. La réponse est obtenue et inscrite avec du sang sur les tablettes de l'histoire. Et cette réponse est simple. La vie est plus forte que le métal. La raison est plus forte que le chaos. La création est plus forte que la destruction. Le char sur le piédestal continue son service. Il tient à l'horizon. Il garantit que les variables de la mort ne seront plus jamais introduites dans l'équation de notre vie. Et tant qu'il est debout, tant que nous nous souvenons de la formule de l'exploit de l'ingénieur Gromov, le ciel au-dessus de nous restera pur.